Ensuite, on s'est intéressé à la façon dont, à quoi ça servait ou qu'est-ce qu'apporte en fait l'utilisation de la réalité virtuelle pour la compréhension d'un document. Et il ressort de notre petite étude de cas, en fait, que dans cette situation, la compréhension, c'est un processus multimodal qui engage le corps et qui favoriserait plutôt le processus onomasiologique. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion? En fait, on a demandé aux étudiants de nous dire quelles étaient la multimodalité à laquelle ils avaient été attentifs tout au long de leur expérimentation en réalité virtuelle. Ici, représenté en violet, la réalité virtuelle avec le casque dont parlait Virginie. Et on voit qu'il s'agit de la situation qui va convoquer la multimodalité la plus riche. C'est celle qui convoque le plus de types de modalités. Et puis, Virginie fait apparaître ici un deuxième élément de notre enquête. On s'est intéressé à ce que les apprenants avaient compris et retenu à travers le prisme de cette multimodalité. Et encore une fois, apparaît en violet ce qui est en lien avec la réalité virtuelle. Et on voit que ce sont surtout des connaissances nouvelles, extra-langagières, qui ont été retenues, un peu moins des éléments plutôt typiques de la composante linguistique. On en reparlera dans quelques instants. À moi donc de vous présenter l'expérimentation qu'on a menée avec les étudiants en master MEF anglais. Alors, c'était pas que des anglicistes, il y avait aussi des hispanistes, mais là, je vais vous parler que des anglicistes. Donc, cela concernait donc de futurs enseignants d'anglais, donc des étudiants plutôt fonctionnaires stagiaires d'ailleurs, plutôt que des non-stagiaires. Donc, il y en avait 30 sur 2 années, 2018, 2019, 2019, 2020. Et donc, on avait un cours où on leur faisait essayer toutes les applications qu'il y avait en réalité virtuelle. Hop, je vais vous montrer des visuels. Voilà. Semaine après semaine, donc notre cours fonctionnait sous forme d'ateliers. Donc, d'un côté, nous avions les ateliers avec des intervenants, des animateurs au centre de ressources en langue, dans la salle de réalité virtuelle. À l'époque, on n'avait que cette salle-là. Et d'un autre côté, avec Maud, nous avions donc des cours magistraux sur télécollaboration, intérêt des nouvelles technologies dans l'apprentissage des langues, etc. Voilà. Et donc, à l'issue de ces ateliers, on leur demandait de remplir des questionnaires pour savoir et pour recueillir ce qu'ils en avaient retenu, ce qu'ils en pensaient et s'ils pensaient, in fine, que ce dispositif pouvait être introduit dans une classe du second degré pour l'apprentissage des langues. Donc, dans ce questionnaire, on leur demandait de travailler sur un scénario pédagogique qui inclurait, et sur une séquence en fait, qui inclurait la réalité virtuelle. Et donc, si dans la discussion tout à l'heure, vous me demandez de vous en montrer, j'en ai quelques-uns, hein, quelques scénarios pédagogiques qui mettent la réalité virtuelle donc, en jeu dans une séquence. Les retours que nous avons eus, donc, vous voyez, il y a autant de retours positifs que de retours négatifs. Et toujours à la lumière du paradigme de l'énaction et des neurosciences affectives qu'on gardait en tête, nous avons donc ce résultat-là. Plusieurs étudiants nous ont dit que le dispositif était surprenant et que l'effet que cela produisait sur eux était l'émerveillement, c'était réaliste. C'était très impressionnant. La plupart des étudiants ont vécu cette expérience comme étant incarnée. Vraiment, leur corps était à la fois dans la réalité et dans la réalité virtuelle. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos là, vous aviez une espèce de mise en abîme du corps de l'étudiant, qui était projeté ensuite dans la réalité virtuelle à travers son avatar. Ce qui est ressorti de leur questionnaire, c'est que la réalité virtuelle pouvait beaucoup entraîner à la compréhension orale. Toutes les applications qu'on leur montrait, qu'on leur faisait tester, pouvaient donc participer à la construction de cette compétence-là, un petit peu moins à la production orale en continu et à la production orale en interaction. Mais ça, c'était vraiment en fonction des applications testées. Par exemple, on prend le monde virtuel Sensar, qui est la version 3D de Second Life, si vous connaissez Second Life.
Là, on avait de la production orale en interaction, mais sinon, c'était surtout de la compréhension orale parce que vous avez beaucoup de mondes virtuels où, en fait, il s'agit simplement d'être dans un monde et d'écouter ce qui nous est dit sur un environnement approprié. Par exemple, la visite de New York, vous avez une voix off qui propose la visite de New York et qui nous dit devant quel bâtiment on est, etc. Les étudiants qui ont eu la possibilité de travailler sur les avatars et donc d'être sur le monde virtuel Sensar, ce n'a pas été le cas de tout le monde parce que, comme la colonne de droite vous le montre, il y a eu des problèmes techniques. Donc, certains étudiants n'ont pas pu se connecter, n'ont pas pu essayer le monde virtuel. Mais ceux qui ont utilisé les avatars ont, pour la plupart, dit que le caractère d'anonymat que l'avatar permettait ôtait toute anxiété dans la prise de parole quand il s'agissait de parler notamment à des personnes rencontrées de manière inopinée dans le monde virtuel, puisque c'est un monde virtuel qui est gratuit, en accès libre, international. En revanche, pour les aspects négatifs, même si le dispositif est surprenant, beaucoup d'étudiants ont ressenti une espèce de mal de réalité virtuelle. C'est quand même pas rien d'avoir le casque sur les yeux et d'être dans un environnement complètement différent de la réalité. On perd toute notion de temps et d'espace, en fait, quand on est dans la réalité virtuelle. Beaucoup de problèmes techniques, parce que de nombreuses mises à jour sont nécessaires, parce que ça ne fonctionne pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Voilà, donc ça a été un petit frein. La prise en main de l'outil a été difficile pour certains étudiants. Il fallait vraiment un temps d'adaptation. Certains étudiants ont dit que on regrettait le fait que la compréhension écrite, la production écrite n'était pas entraînée. Donc, ils ont mis en lumière dans les questionnaires l'entraînement aux activités langagières limitées. Et puis, ceux qui ont essayé des avatars, mais qui n'ont pas pu créer leurs avatars, il y avait un problème en fait de ne pas se reconnaître à l'écran parce qu'ils ne savaient pas avec quel avatar ils évoluaient dans le monde virtuel. Donc ça a été aussi un point négatif. Pour ce qui est des scénarios pédagogiques pour une utilisation dans le second degré, on a recueilli beaucoup de scénarios pédagogiques qui ont mis en lumière le développement des compétences de production orale, donc compréhension orale en anglais, à travers les interactions entre utilisateurs et avec les objets. Donc, grâce au questionnaire qu'on leur avait demandé, ils ont pu s'emparer de ces notions-là et les inclure et les intégrer dans des scénarios pédagogiques. Ce qui est ressorti également, c'est que les étudiants ont très souvent détourné le monde virtuel. Ils ne l'ont pas utilisé tel quel pour permettre la réalisation de tâches parce que justement, c'était trop limité. Donc, ils sont sortis un petit peu du cadre qui était fourni par le logiciel pour en faire quelque chose. Donc, voilà, ça mettait en avant quand même tout un processus de créativité. Et très peu, ils ont été finalement très peu à s'emparer de la réalité virtuelle en tant que dispositif véritablement immersif parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup l'utilisaient comme une vidéo 360, mais quand même une vidéo. Je vais laisser Maud conclure. Alors, je n'entends pas Maud. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas de son. D'accord. Je vois qu'elle a le micro, mais je ne l'entends pas. Ou sinon, Virginie, si tu veux conclure. De la même manière, il vaut mieux que tu mettes ton micro, Virginie. Oui, c'est quand même plus agréable pour vous que de voir juste les lèvres qui bougent. Donc, alors, je vais simplement lire ce que Maud avait préparé parce que c'était elle qui était en charge de la partie conclusion et piste de réflexion et de discussion pour le groupe tout à l'heure. Donc, les effets positifs des technologies immersives sur l'apprentissage des langues, à la lumière de ce qu'on avait lu, Borona et Al et Lan,
en 2020. Donc, effectivement, ces technologies immersives augmentent l'engagement des apprenants parce qu'elles augmentent l'immersion par la simulation, elles augmentent la collaboration et la télécollaboration. L'impact psychologique est plutôt positif puisqu'on s'est rendu compte que ces technologies immersives réduisaient l'anxiété des apprenants à travers justement les avatars, la création des avatars et le caractère anonymat que ça mettait en avant. Ça soutient la motivation, notamment avec l'effet wow dont on parlait tout à l'heure, où même si tout à l'heure on disait avec les masterflots la rétention était peut-être un peu limitée, l'effet wow quand même est à ne pas négliger parce que ça engage la motivation et c'est un premier pas vers du mieux, du plus, augmente la confiance et le sentiment d'auto-efficacité parce qu'il y a une prise de risque par le jeu qui est limitée. Par contre, c'est vrai qu'il y a des limites de l'utilisation de ces technologies. Donc, les difficultés qu'on a fréquemment rencontrées sont les suivantes. Donc, la limitation qui est déjà indiquée par les problèmes de santé, c'est-à-dire que si on a des problèmes de cœur, par exemple, ou il y a tout un tas de pathologies en fait qui ne nous permettent pas d'utiliser la réalité virtuelle, des enfants qui seraient addicts peut-être aux écrans et il faudrait peut-être faire attention à ça. Problème d'accès à la technologie et aussi, donc dans certains établissements, est-ce qu'on a cette technologie-là ou non? La création de ressources propres est chronophage et coûteuse. Problème de mutualisation, de format pour les situations immersives proposées pour apprendre les langues en accès restreint. Les ressources sont non didactisées, donc c'est à nous de nous en emparer, de les détourner. Limite de l'utilisation des avatars, l'absence de focalisation sur le langage corporel ou le contact visuel a un effet négatif sur la prononciation et la compréhension, surtout à un niveau débutant. Alors, je sais que des ingénieurs sont en train de travailler sur des modélisations en fait, de visages avec des capteurs qui modéliseraient les visages des apprenants à travers le casque de réalité virtuelle pour projeter sur leurs avatars les mêmes expressions, les mêmes mimiques et les mouvements des lèvres et du visage de manière générale. On s'est donc posé la question à savoir est-ce que ces technologies immersives nous invitaient à aller vers de nouvelles façons d'apprendre et d'enseigner, changement dans le positionnement de l'apprenant par rapport au monde. Donc, est-ce qu'on peut justement envisager cet apprentissage informel qui serait donc l'apprentissage au-delà de la classe? Donc, les identités construites, les communautés imaginées et les espaces d'affinité en ligne, via chat. Notamment, on parle beaucoup de métaverse en ce moment, avec cette idée de Zuckerberg de proposer un monde virtuel plus large. L'apprenant interagit avec un monde social plus large, learning in the wild. Est-ce qu'on va vers une nouvelle mobilité, vers de nouveaux documents authentiques? Voilà, je laisserai Maud si elle a retrouvé son micro. Alors, je pense qu'elle s'est déconnectée, qu'elle va se reconnecter pour nous en dire davantage. Voilà, donc tout ce qu'on avait à dire. Merci beaucoup de votre attention. Et donc, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et sinon, on peut vraiment discuter, échanger, parce que je pense que vraiment, ce Tea Time, c'est l'occasion de voir tous les enjeux de la réalité virtuelle, au-delà de notre simple cadre théorique, mais vraiment pratico-pratique.